Enregistrement. Bonjour tout le monde. Bonjour Vincent. Mon nom est Michel Blanc. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une consultante conférencière et auteur en stratégie web, marketing de contenu et depuis en septembre prochain, ça va faire 20 ans que j'observe les médias sociaux. J'ai même écrit une couple de livres sur le sujet. Il y a des gens qui vont dire que les médias sociaux n'existent pas depuis 20 ans. C'est parce qu'ils ne savent pas qu'avant ça, on appelait ça les e-communautés. Mais les médias sociaux, ça fait même plus de 20 ans que ça existe. Et on va discuter de phénomènes qui changent beaucoup d'affaires, qui changent des paradigmes et qui touchent ce qu'on pourrait appeler la censure, la liberté d'expression. Comme vous le savez sans doute, il y a un certain M. Donald Trump qui s'est fait censurer tous ses comptes sur tous les médias sociaux, mais il n'est pas le seul. Il y a 70 000 pro-Donald Trump, QAnon ou conservateurs qui se sont fait censurer sur Twitter. Il y a l'application Parler qui s'est fait sortir de son hébergeur Amazon Web Services, qui s'est fait délester des applications Android par Google ou Mac sur le App Store. Évidemment, il y a eu une chasse aux conservateurs qui s'est faite à la grandeur des apps, que ce soit Facebook, Twitter ou les autres. On va en discuter avec une personne qui est assez au fait de ces questions-là. C'est Vincent Gautret. Vincent, si vous allez m'excuser de le tutoyer parce que ça va faire 20 ans que je le connais. Vincent était mon professeur à HEC de Montréal, faculté de droit d'Iro, alors que j'ai fait ma maîtrise en commerce électronique. C'était aussi mon directeur de maîtrise. Et c'est aussi, au fil des ans, devenu un ami. Et Vincent est professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université de Montréal et directeur du Centre de recherche en droit public. Depuis le 1er juin 2015, c'est aussi le nouveau titulaire de la chaire L.R. Wilson sur le droit des technologies de l'information et du commerce électronique. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir des cours de droit de Vincent il y a pratiquement 20 ans. J'ai même fait 3 cours avec lui. On avait bien du plaisir. Bonjour, Vincent. Bonjour, Michel. C'est un vrai plaisir. Puis c'est fou de se fait penser que c'est effectivement en fin août 2001. Ouais. On a vécu le 11 septembre ensemble. Oui, tout à fait. J'avais un cours d'économie avec un certain Jacques Robert le matin du 11 septembre. C'est drôle, hein? 20 ans plus tard, là, on vit un changement de paradigme majeur. Là, on parle à du monde qui n'ont probablement pas de notion de droit, qui n'ont peut-être pas de notion non plus de c'est quoi la censure, c'est quoi qu'on peut dire, qu'on ne peut pas dire sur le web. On peut tout dire. Mais évidemment, il peut y avoir des conséquences à nos paroles et à nos actes. Généralement, je dirais si je me trompe, le droit de parole est sanctionné et par le code criminel et par le code civil. Entre autres, évidemment, il y a ce qu'on pourrait appeler de la diffamation. Si on dit des conneries, on peut être poursuivi, que ce soit dans la vie hors du web ou sur le web. Mais la semaine passée, il y a eu un événement majeur. Puis là, la discussion qu'on va avoir, ce n'est pas une discussion politique, hein, parce que s'il y a des gens qui sont pro-Trump ou anti-Trump, nous, ce n'est pas le point qui nous intéresse. Le point qui nous intéresse, c'est que M. Trump a été censuré à la grandeur des médias sociaux. Et 70 000 autres comptes l'ont aussi été. Tu penses quoi de ça, toi, Vincent? Comment tu réagis? Est-ce que tu es excité? Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu trouves que... Moi, je pense que ça change fondamentalement un paradigme légal sur lequel tout le monde s'est basé depuis 20 ans et même un paradigme que tu m'avais enseigné qui s'appelle l'article 230 de Communication Decency Act. Alors, peux-tu nous expliquer c'est quoi et qu'est-ce que ça change?
Mais juste avant ça, puis je voudrais faire un retour sur 2001, et puis quand on s'est rencontrés avec cette première cohorte de la maîtrise avec, entre UDM et HEC, qui était fantastique, qui était une très bonne cuvée là, cette année 2001, dont tu faisais partie. Euh, Il y a un parallèle que je trouve en ce moment, justement sur cette question là, la, tout ce qui est liberté d'expression, là, c'est un équilibre entre d'un côté la protection de la personne qui peut parler, qui a le droit de parler, et de l'autre la protection de la personne qui se fait diffamer. Donc c'est toujours été une question d'équilibre. Et comme en 2001, il me semble, et puis c'était un peu la réaction que je voyais quand j'ai vu le 6 janvier dernier là, toute cette affaire autour de Trump, on est dans une situation qui est déraisonnable, qui est extraordinaire, dans le sens qu'elle n'est pas ordinaire, où les vieux principes d'équilibre, justement, sont remis en cause. Alors, en 2001, c'était une sorte d'hystérie qui tournait autour du commerce électronique, qui allait révolutionner le monde. Il y avait beaucoup de déraisons autour de ces éléments-là. Et en ce moment, on a une totale déraison où, justement, on est obligé de reconsidérer les concepts, de reconsidérer les principes. Et effectivement, comme tu l'as dit au départ, c'est un changement majeur. Alors nous, les juristes, on est vraiment toujours avec un regard en arrière, on se base sur des vieilles réactions, des mêmes manières de faire, des vieilles méthodes, des vieilles approches. Et puis là, on est face à une situation totalement nouvelle qui nous prend au dépourvu et qui, franchement, j'ai aucune amitié particulière là, pour le discours de Trump. Mais je ne suis pas je ne suis pas à l'aise avec cette décision qui a été prise par une instance privée, dans l'urgence, et face à une solution qui est quand même, je dirais, une solution nucléaire. Nucléaire dans le sens, c'est la bombe atomique. Et on te coupe de je pense, tes 88 millions de personnes qui te suivent. Ce qui est considérable. Donc il y a une sorte, un peu qu'en 2001, là, je trouve qu'il y a une sorte de situation très intempestive, très déraisonnable, très peu maîtrisée. OK, maintenant, si on parlait du paradigme, c'est quoi le paradigme qui change? Moi, ma perception, je me souviens bien que durant les 20 dernières années, les médias sociaux, quels qu'ils soient, euh, quand il y avait, parce que bon, si on fait une historique, il y a eu bien des problèmes. Hein. Il y a la pédopornographie, il y a eu la Daesh, il y a eu différentes élections, il y a eu le printemps arabe. Et les médias sociaux disaient tout le temps, on ne peut pas être tenu responsable des contenus qui sont sur nos médias sociaux parce que nous, on est comme un hébergeur. On n'a pas de décision éditoriale. Et ça, c'est l'article 230 du Communication Decency Act qui protégeait les médias sociaux d'être poursuivis aux États-Unis et aux civils et aux criminels. Alors, nous, on n'a aucune responsabilité, donc on ne peut pas vraiment gérer. Il faut aussi comprendre qu'au niveau des affaires, la modération, ça vient avec un coût et quand tu as des milliards d'usagers, le coût est astronomique. Parce qu'il faut que tu payes les gens qui vont regarder et il faut que tu fasses des algorithmes qui vont regarder, qui vont censurer des gens. Maintenant, eux, ils ont des politiques, des conditions qu'on signe, qu'on accepte quand on va sur les médias sociaux. Et évidemment, il y a tout le temps l'article, ils ont tout le temps l'excuse de ah, c'est nos politiques éditoriales, c'est nos conditions d'utilisation. Et ces conditions-là, on le sait dans le cas de Facebook, ça change aux 3 mois. Alors, quand tu dis avez-vous accepté la condition, je suis déjà allé dans un procès, on a demandé avez-vous accepté les conditions d'utilisation? La question était oui, mais celle de quelle date? Bon, ça change constamment. Fait que là, il y a comme d'un côté, ils disent on n'est pas responsable. De l'autre côté, on a des conditions d'utilisation qui nous permettent, selon notre bon vouloir, d'effacer du monde. Puis en même temps, il y a aussi aux États-Unis le premier amendement qui permet aux gens de s'exprimer dans toutes circonstances et d'avoir une liberté d'expression. Et à ça, tout ce qu'on vient de dire, là, ça c'était vrai pour les États-Unis. Mais quand on parle de Facebook, par exemple, bon, ben, évidemment, ça traverse les frontières. Et on sait qu'au niveau légal, quand tu fais des lois, ben, les lois,
Les limites de tes lois, c'est les limites de tes frontières. Donc, tu peux difficilement réguler les choses qui sont ailleurs. Et Facebook, évidemment, a une mainmise sur les contenus à la grandeur de la planète et décide, selon son bon vouloir, qu'est-ce qui est bien en fonction de ses critères réels, qui peuvent même avoir un schisme culturel, parce qu'évidemment, ce qui est bien aux États-Unis peut être mal, disons, en Iran et vice-versa. Les modérateurs eux-mêmes, des fois, c'est des modérateurs qui sont placés dans des pays en voie de développement ou des pays moins avantagés économiquement, qui vont modérer des contenus d'une culture qu'ils ne comprennent même pas. Donc, il y a plusieurs problèmes. Mais cet événement-là, à mon point de vue, vient de bouleverser les médias sociaux en entier, parce que même si les médias sociaux sont partout dans le monde, à cause qu'ils sont installés dans la Silicon Valley, ils sont tributaires de la loi américaine. Et c'est la loi américaine qui les protégeait en disant qu'eux n'étaient pas responsables des contenus qui étaient sur leur plateforme, hormis sur leurs conditions d'utilisation. Et là, de leur propre chef, ils ont décidé de faire une action contre le président et contre les usagers en les flushant au-delà de leurs conditions d'utilisation. Donc, ils viennent eux-mêmes de devenir des éditeurs et de prouver que leur argument qu'ils tiennent depuis 20 ans, qui les protège, ne tient plus. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a beaucoup de questions dans le commentaire. Là. Voilà. La première question, tu me disais, c'est quoi les paradigmes qui changent là, dans cet équilibre, encore une fois, entre d'un côté la liberté d'expression et la protection des individus de l'autre. Il y a beaucoup d'éléments qui changent et qui nous obligent en fait à considérer ces questions de la liberté d'expression maintenant au regard de plusieurs éléments de contexte. Il y a mon collègue Trudel, par exemple, dans une chronique du Devoir cette année, et puis c'est intéressant de l'entendre lui, parce que lui, c'est un chantre de la liberté d'expression, il est très protégé, celui qui parle, donc une approche très nord-américaine, là où on a le droit de dire beaucoup de choses. Et lui faisait état d'un droit à l'attention. Et lui, ce qu'il disait, c'est que le problème, c'est que de plus en plus, on a une pollution informative. Ça, c'est le phénomène Trump. On avait vu des informations répétées ad nauseam, sur le fait comme quoi les élections étaient truquées, alors que toutes les instances de contrôle ont dit qu'elles n'avaient pas. Donc, il y avait une sorte de pollution, comme il y a eu d'ailleurs, c'est un exemple qui prend, dans l'élection de Bolsonaro, en fait, où sur WhatsApp, on a utilisé WhatsApp pour divulguer de l'information dont on sait qu'elle était volontairement fausse. Donc, cette question d'équilibre entre deux droits fondamentaux, elle doit être considérée dans un contexte qui est, et puis c'est un élément parmi d'autres, mais c'est ce premier élément qui est la pollution informative où on perd cet élément de contexte. Donc ça, c'est un élément, à mon avis, qui est considérable. Il y a un autre élément, alors lui, qui est plus juridique, c'est que, tu l'as dit, il y a toutes les lois, comme le DMCA, comme CDA avant ça, puis on a même quelques lois au Canada en matière de droit d'auteur notamment, visées à exonérer la responsabilité de l'intermédiaire. Et à l'époque, c'était notamment de dire, ah, écoutez, à l'époque c'était Yahoo, c'était, ah, il faut les laisser grandir, il ne faut pas leur couper l'herbe sous le pied, il faut qu'elles puissent se développer. Mais maintenant, c'est le seul domaine au monde qui bénéficie d'une telle exonération de principe dans les lois. C'est impensable. C'est complètement anachronique de considérer que les grands de ce monde ne sont que très peu responsables des faits et gestes qui se passent sur leur plateforme. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde est responsable de ces faits et gestes. Je ne sais pas, moi, si mon chien fait tomber quelqu'un, je vais être responsable du fait de mon... Tout le monde est responsable. Les constructeurs automobiles, maintenant, sont beaucoup plus responsables qu'avant si jamais il y a un défaut dans la fabrication d'une auto. Les seuls au monde qui bénéficient d'un régime d'exonération actuellement, c'est, encore sur les bases de ces lois passées justement il y a une vingtaine d'années, c'est ces multinationales omnipotentes. Et donc ça ne peut pas rester comme ça. On est juridiquement dans un changement de paradigme qui vise à responsabiliser davantage, que ce soit en matière de vie privée, en matière de concurrence, et que ce soit en matière de liberté fondamentale, de droit constitutionnel, de principes démocratiques. Dans la mesure où... Pardon ?
même de droit criminel. Et de droit criminel, éventuellement. Alors, pour les compagnies, c'est plus compliqué, là, mais oui, effectivement, tout le... On a décidé, c'est quand même bon, la Canadienne Pornhub, qui est en train de subir l'opprobre général parce que, bon, évidemment, sur sa plateforme, il y avait beaucoup de crimes, de cybercrimes à nature sexuelle qui étaient diffusés. Mais bon, on s'entend que la pornographie, bon, il y en a eu sur Twitter, il y en a encore sur Twitter, il y en a sur Facebook, la pédopornographie, etc., etc. D'ailleurs, historiquement, la modération sur ces plateformes-là a commencé avec Interpol et avec les crimes de nature sexuelle parce qu'il y avait eu des ententes internationales en disant c'est des crimes, la pédopornographie, qui sont insensés. Donc, on doit agir au niveau mondial pour régler ce problème-là. Et c'est, à moins que je me trompe, là, à mon souvenir, c'était le début de la modération obligatoire sur les plateformes, une fois qu'il y avait un avis juridique criminel qui disait take down, notice, enlever ces noms. Mais la modération, on n'a pas le choix. C'est dans la nature des choses. Et encore une fois, il y a 20 ans, on avait un point de vue différent parce que la modération était beaucoup plus compliquée à faire. Maintenant, là, mets une photo crunchy sur Facebook, elle va disparaître automatiquement dans la minute. Parce que non, pas encore là. Ça, c'est un des problèmes. J'avais fait justement une conférence pour Expedia il n'y a pas si longtemps. Et dans une de mes slides, je montrais qu'il y avait une activiste féministe qui avait pris une photo d'elle couchée dans un lit avec une petite tache de sang sur sa petite culotte. Et la photo, effectivement, avait été enlevée très, très rapidement. Pourtant, il n'y avait aucune nudité. Puis au même moment, il y avait des têtes décapitées de Daesh qui circulaient abondamment et qu'on n'enlevait pas. Alors, il y avait une morale très, très américaine qui décidait de ce qui était bien et de ce qui ne l'était pas. Et encore une fois, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas une vision, il n'y a pas une sanction civile, il n'y a pas une sanction démocratique à qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qu'on laisse en ligne, qu'est-ce qu'on ne laisse pas en ligne. C'était vraiment le libre arbitre total de Facebook. Je ne te dis pas que la modération est bonne, je dis qu'il y en a une. Ouais. Et je ne te dis pas que la modération qui est faite en plus généralement par des algorithmes n'est pas biaisée. Ça, il n'y a aucun doute. Et ça, et tu as soulevé un bon point, c'est que le problème, c'est qu'on a très peu de transparence sur ces biais qui sont associés aux décisions prises par les machines, prises par les algorithmes, quant au retrait ou non d'une image en question. Mais une chose est sûre, c'est qu'elles ont maintenant, à la différence d'il y a 20 ans, la capacité de modérer et de contrôler ou pas ces éléments-là. Est-ce que la volonté est là ou pas? Et est-ce qu'on devrait obliger cette volonté-là? Alors, actuellement, effectivement, les obligations sont très lacunaires. Alors, on a des projets de loi, enfin, je pense au Canada, moi je me suis impliqué un petit peu, tant au provincial qu'au fédéral, sur 2 projets de loi en matière de vie privée, mais en fait, c'est bien au-delà de la vie privée, mais où où on demande, où on exige une transparence beaucoup plus grande sur l'explicabilité des prises de décision qui sont prises par des machines, sur quelle base les décisions, se prennent. Ça, c'est vrai pour les plateformes, c'est vrai dans plein d'autres contextes. Et ça coûte cher, ça. Hein. Être capable d'expliquer comment les décisions sont prises, ça exige de la transparence, mais beaucoup de gens qui vont taguer l'information, ça coûte cher, mais l'argument du ça coûte cher, moi, me dérange pas trop, là, eu égard aux argents qu'ils font aussi de leur côté. On ne parle même pas encore des données et de la vie privée associée aux données et à tout l'argent qu'ils font avec les données. Et tu sais, tantôt, c'est drôle, tu parlais de pollution. Puis, à l'effet de pollution, évidemment, il y a l'effet de caisse de résonance, parce que cette pollution-là dont tu parlais, en plus de ça, elle est orientée en fonction de tes goûts et préférences. Alors, si tu aimes Trump, tu vas en avoir du Trump. Si tu aimes Biden, tu vas en avoir du Biden.
Et évidemment, si tu as le cash de Trump, tu vas essayer de polluer la vision de Biden avec tes contenus à toi. Et on se rend compte d'un pouvoir hallucinant des médias sociaux parce que, bon, moi, j'étais tout fier de dire à quel point c'était grâce aux médias sociaux que Obama avait rentré. Mais là, on se rend compte aussi que c'est grâce aux médias sociaux qu'il y a eu le printemps arabe, qu'il y a des problèmes présentement en Ouganda, qu'il y a eu des problèmes avec les Rohingyas. Bref, ces outils-là peuvent faire et défaire des gouvernements, peuvent changer des sociétés sans aucune, comme tu viens de le démontrer, sans aucune portée juridique à leurs actions. C'est scandaleux. C'est pour ça que je te disais qu'on était dans une situation déraisonnable. Comme un petit peu à la fin des années 90, au début des années 2000, c'est que le changement est arrivé tellement vite que, puis ça, encore une fois, moi, je soumets mon domaine de connaissance, là, le droit est lent par nature. C'est un gros paquebot. Ça lui prend du temps de s'adapter, enfin, qu'il y ait une adaptation entre le droit et les faits. Et là, actuellement, là, et puis je ne parle pas du tout de vide juridique, parce que je déteste cette expression-là, mais forcément, sa capacité de réaction du droit n'arrive pas à suivre, tellement les faits, vont vite. Je veux dire, moi, le 6 juillet, là, j'avais un papier à rendre, là, j'étais dans l'urgence, là, j'ai été toute la journée en train sur Twitter, puis j'ai vu arriver, c'était la première fois, le compte de Trump euh, à disparaître. Mais on disait, voilà, il est interrompu pour 12 heures, parce qu'il y a eu une petite gradation en disant, au départ, on va l'interrompre pour 12 heures, et puis le lendemain, de manière, comme tu l'as dit, de manière complètement intempestive, allez, on coupe tout. Waouh! Sur la base d'un contrat, comme tu l'as dit, que personne ne lit, que personne ne comprend. La clause en plus en question dans le contrat, tant Twitter, est hyper vague, laisse une immense capacité d'interprétation à Twitter pour déploguer ou pas une personne. C'est vraiment une situation là, qui pourrait être assujettie au droit. C'est-à-dire que Trump pourrait très bien aller devant le juge en disant que cette décision est déraisonnable. Et à mon avis, ce n'est pas du tout farfelu de considérer qu'un juge considère ceci comme tel. Si je peux me permettre, je vais te dire à quoi j'ai pensé moi la première fois Hey, quand j'ai vu. Vincent, permets-toi. Bon, ben go. Mais en 2010, je suis sûr que ça te parle, cette affaire, puis les circonstances étaient très différentes, là, mais il y avait eu dans la ville de Rawdon un groupe de citoyens qui avaient une page où ils avaient écrit je vais le dire poliment, là, mais des choses clairement diffamantes contre la mairesse de l'époque. Et puis, la mairesse de l'époque avait investi mais des argents, je pense que c'était 4% du budget de la ville, pour retrouver parce que c'était des gens anonymes sur un serveur qui était situé à l'étranger. Il y avait une volonté de cacher, c'était pas étranger, c'était en Ontario. Et finalement, ils avaient quand même réussi, suite à des consultants qui avaient été payés, j'imagine, assez cher, ils avaient été capables de retrouver la personne. Il y avait eu un procès juste en cours d'appel où la Cour supérieure avait dit on arrête le site au complet. Et la Cour d'appel avait dit non, non, vous ne déploguez pas tout, vous enlevez simplement Contenu incriminant. les contenus incriminants. Et moi, à l'époque, je m'étais situé un petit peu plus du côté de la Cour supérieure qui avait dit on débloque tout. Pourquoi? Parce que, justement, comme je te disais tout à l'heure, il y a un élément de contexte qui est différent, c'est qu'il y avait l'anonymat. Ça a été des ressources et des ressources pour retrouver qui étaient les personnes. Et donc, moi, dans cet équilibre entre liberté d'expression et protection de la personne qui se fait diffamer de l'autre, j'étais plutôt du côté de la personne diffamée parce que ça prenait des ressources folles pour tenter de... Mais la Cour d'appel avait dit non. Il fallait simplement enlever les contenus qui étaient problématiques. Et ben, cet élément contextuel, à mon avis, c'était, dans ce cas-ci, c'était de dire l'anonymat, ça prend des ressources folles. Dans le cas de Trump, là, le problème, c'est que si tu enlèves les contenus
problématique, mais tu enlèves tout parce que depuis, depuis un mois, tous ces contenus disposaient, tu sais, d'un petit encart en disant attention, ce contenu fait état d'informations. Là, ce qui est inquiétant, c'est que ça a même débordé de Trump. Il y a eu 70 000 comptes qui ont été effacés de Twitter. Oui. Il y a parlé qui a été. Tu sais, bon, là, on pourrait dire, bon, disons que les médias sociaux se sont mis dans la merde. Mais en plus de ça, Amazon elle-même, là, Amazon, c'est un hébergeur. Et c'est un hébergeur qui a décidé de flusher complètement un site web et des App Store qui ont décidé unilatéralement de flusher aussi là de même. Puis après ça, ils vont dire non, on n'est pas en situation oligopolistique, on ne se parle pas. Ben non, vous ne parlez pas, mais vous ramassez. D'ailleurs, c'est un autre point qui a peut-être été un des facteurs de motivation. C'est que Donald Trump avait dans sa mire les médias sociaux. Il les a fait passer au Congrès. Il trouve qu'ils sont anticoncurrentiels, ils ont une monopolie, il y a la question des données personnelles. Il était très solidement dans le collimateur de Donald Trump. Maintenant, est-ce que les démocrates vont être aussi hargneux envers les médias sociaux? Ça reste à voir. C'est possible. Hein. C'est possible. Cet été, il y a eu tout un débat au Congrès américain, tu sais, où on a entendu justement les quatre grands de ce monde, enfin les présidents des quatre grands de ce monde parler. Donc sur une question, alors non pas d'enjeu démocratique, quoique ça avait été évoqué, non pas de question de vie privée, mais question de concurrence. Donc le droit à la concurrence, c'est-à-dire pour protéger le consommateur, pour qu'il y ait des bons prix, il faut s'assurer qu'il y ait une diversité des services qui y sont offerts. Et c'était étonnant, moi j'écoutais les audiences, c'était plusieurs jours, j'ai écouté l'équivalent d'une journée, et c'était étonnant comme tu l'as dit, les conservateurs, donc plutôt de droite, disaient attends, ça n'a pas de bon sens, il faut avoir une diversité des produits. Mais de l'autre, tu avais les gens à gauche sur l'échelle américaine, là, des démocrates, qui disaient non, non, il faut protéger le consommateur aussi. Donc, étonnamment, là, sur cet enjeu de la concurrence, il y avait une certaine connivence. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas du tout une démarcation républicain-démocrate. Les deux, sur la question de concurrence, disent ça va faire. On est dans une situation qui ne fonctionne pas. Tout à fait. Donc, on sait aussi que ces compagnies, ces big tech, comme on les appelle, ont tous donné des sommes massives à Biden. Alors, Biden va avoir l'intérêt à pousser? Ben, ça reste à voir. Mais moi, je veux dire, là, si on revient un peu à la question de changement de paradigme, moi, je suis enthousiaste. Parce que pour la première fois, les médias sociaux, les big tech, se sont mis eux-mêmes les pieds dans les plats. Et j'ai l'impression qu'ils ne pourront plus jouer la carte de on n'est que des hébergeurs. J'ai l'impression que l'action qu'ils ont faite la semaine passée, même qu'il y a un article qui a paru ce matin où Jack Dorsey dit que c'est un précédent dangereux. Alors, je pense que lui-même, rétrospectivement, il se dit oh, peut-être que j'ai fait une gaffe. Alors, moi, je suis enthousiaste parce que ça, je pense que ça vient d'ouvrir la porte à des changements politiques majeurs qui vont effectivement, parce que tu sais, tu dis que le droit est en retard, mais le droit n'est jamais plus rapide que les lois qu'on fait pour qu'il puisse travailler. Et ça, ben, c'est au niveau politique que ça va changer avant que ça puisse changer au niveau juridique. Et tu sais, je ne sais pas si tu te souviens, un des travaux que je t'avais fait, j'avais sorti une utopie où je disais qu'un des problèmes de régulation du web, c'était que le web étant transnational, ça prendrait des outils transnationaux pour réguler le web et qu'on devrait faire comme on a fait pour les océans, pour l'Antarctique et pour les corps célestes, c'est-à-dire faire des traités internationaux où on dirait que l'espace du cyberespace étant transnational, n'est pas dans aucune juridiction nationale, mais qu'il y aurait un droit international qui s'appliquerait spécifiquement au cyberespace. Alors peut-être que cette utopie-là pourrait être utile à régler ces problématiques-là, mais si on oublie mon utopie, il me semble évident qu'au moins aux États-Unis, qui est un peu le fief de ces big tech-là, le droit américain, là, au moins, on va pouvoir dire, ben là, écoutez, vous avez fait la preuve que vous n'êtes pas des hébergeurs, que vous êtes des éditeurs,
ben, tough luck. On va vous juger comme on juge les autres éditeurs et vous allez être responsable des contenus. Alors, moi, je suis enthousiaste à cause de ça. Est-ce que toi, tu vis le même enthousiasme que moi, je semble vivre présentement? C'est drôle, je vais te citer une parole d'un philosophe français que j'adorais, qui est mort au mois de juin, je pense, Bernard Stiegler, qui disait: Je suis ni optimiste ni pessimiste, je suis revendicatif. Et, euh, et je pense, et puis pour moi, ce qui s'est passé là, le lendemain du 6, là, le 7, c'est une étape importante, mais moi, l'élément déclencheur pour moi, c'est euh, Cambridge Analytica. Donc toute l'affaire qui a concerné Facebook là, il y a à peu près 2 ans, là, on s'est dit waouh, 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 waouh. Là, il y a des choses qui se trament par derrière, qui sont faites de manière totalement obscure. Toi, Facebook, là, ouvre tes livres. J'ai besoin de savoir ce qu'il y a sous le capot. Et je pense que c'est peut-être un, une des étapes importantes, moi, qui fait qu'on est arrivé depuis quelques années avec un maître mot qui est la responsabilité. L'imputabilité ou accountability en anglais, là, c'est que ces entreprises-là sont actuellement sous-responsables. C'est complètement anachronique du fait des pouvoirs énormes qu'elles ont et qu'il faut donc obliger. Et puis là, moi, je ne te parle pas d'éthique, là, parce qu'on parle beaucoup d'éthique. En 2020, on a parlé beaucoup d'éthique. Là, c'est du droit, c'est de la sanction pécuniaire. Sanction pécuniaire, d'ailleurs, que le droit de la concurrence aux États-Unis est capable d'avoir sacrément, fortement ce qui peut aller, alors, ça n'arrivera pas pour plein de raisons, mais jusqu'à un démantèlement de ces entreprises-là. Euh, C'est ça. mais on n'arrivera pas, à mon avis, à cette solution qui avait été envisagée dans la fin des années 90 pour Microsoft. Et il y avait eu une première décision qui allait plutôt en ce sens par rapport à Microsoft, qui avait utilisé du code dont la seule fonction dans son Windows, la seule fonction du code qui a été introduit dans le logiciel, c'était de s'assurer que la compétition n'avait pas n'avait pas les mêmes ressources que Microsoft elle-même. Et donc, comme ça a déjà arrivé dans le passé avec, dans le domaine téléphonique, dans le domaine du pétrole, où on scinde en plusieurs une même compagnie, je ne pense pas qu'on arrivera à cette situation-là parce que ce serait se tirer une balle dans le pied pour les entreprises américaines. Mais on va assurément dans les prochaines années, puis ça, c'est, si je peux quand même répondre, je pense que c'est une tendance qui est enthousiasmante. Moi, comme juriste, je pense qu'on s'en va dans une telle direction et ça c'est très bien. Puis le fait qu'ils ne soient plus des hébergeurs, est-ce que ça, tu trouves que c'est un élément important ou c'est un élément qui reste quand même accessoire? Ben, c'est parce que leur statut d'hébergeur était le moyen justement de les déresponsabiliser. Parce qu'effectivement, les hébergeurs de l'année 2000 ou 2001, effectivement, il avait technique, sur le plan technologique, il n'y a pas la capacité de contrôler l'information qui était mise par les usagers. Maintenant, c'est plus vrai. C'est plus vrai. Ils ont vraiment la capacité d'identifier avec plus ou moins de bonheur, là, et puis des fois des décisions qui sont prises à tort ou à travers, mais ils ont la capacité de très vite Donc, enlever du contenu. donc ils ont eux-mêmes ouvert la boîte de Pandore. Ben, c'est qu'en fait, ils sont devenus tellement gros, ils sont devenus tellement puissants, leur capacité d'action est tellement grande qu'il faut qu'ils répondent de leurs actes. En fait, c'est juste ça. Quand tu as une capacité d'action sur la vie des gens, on l'a vu, doute sur enfin, l'information par rapport à l'élection, le premier mandat de Trump, on a eu, tiens, est-ce que l'information n'a pas été viciée pour infléchir le sentiment des gens? Donc, ils ont un pouvoir d'action considérable sur nos vies, donc forcément, il faut être en mesure de les contrôler. C'est dans la nature des choses. Vincent, c'est un plaisir de jaser avec toi et ça va être encore plus Toujours. un plaisir de prendre un verre en ta personne quand ce foutu virus nous le permettra. Je te remercie infiniment de tes lumières. Moi, Tu as toujours été un mentor pour moi. Et 20 ans plus tard, tu m'éblouis encore. Merci, Vincent. Merci de ta brillance, de ton intelligence et de tes connaissances. Et, euh, et merci à vous, les auditeurs, qui avez écouté cette discussion que je considère passionnante. J'espère que vous trouverez ça aussi. Au plaisir de te revoir, Vincent. merci de m'avoir invité, Michel. Toujours un plaisir. Merci.